Daniel Cohen, j'ai le grand plaisir vraiment de mener cet entretien avec vous. Alors vous présenter d'abord et ensuite essentiellement autour de votre dernier ouvrage publié, Prague de leurs fenêtres. Alors Daniel Cohen, que dire? Vous êtes d'abord auteur et puisque vous étiez auteur, vous êtes devenu éditeur et vous vous invitez parmi vos autres auteurs, écrivains de la maison. Et c'est vrai qu'on sent dans votre travail de lecteur vraiment cette attention au texte, à la fois dans le fond, dans la forme bien évidemment, mais vous instaurez un dialogue et un réel dialogue avec vos auteurs et j'ai envie de dire aussi avec vous-même. Il y a vraiment une circulation d'énergie entre les écritures. Alors pour venir à l'écriture plus directement, Prague de leurs fenêtres. Je dirais, je vais commencer par le présenter avec des mots là coordonnés. Immobilité et mouvement. Lucidité et prisme. Prague et l'histoire. Ou alors ville, monde. Œuvre et ruine. Vraiment un étonnant roman, Daniel Cohen, qui surprend votre lecteur, déroute, fascine. Avec un titre à la fois précis mais énigmatique, vous situez effectivement votre texte dans une cité chargée d'histoire et en même temps vous laissez la ville dériver sous les fenêtres, ancrée dans la nuit des temps. Comme si le possessif, l'heure, j'y reviens à votre titre, insufflait le point de vue magistral et en même temps la seule réalité possible, insistante, en dépit du cours tragique des événements, et une réalité en même temps sans cesse détournée, ce qui permet au livre à la fois d'apparaître comme une écriture sage et pleine de rebondissements. On a toujours l'impression, ça y est, nous sommes arrivés en mer Étale, et autre chose revient, une sorte de circulation ronde là qui vous emporte, comme la ville. Alors, puisque j'ai beaucoup parlé là du possessif, Daniel Cohen, qui se cache derrière l'heure, la thématique de la fenêtre, récurrente dans ce récit, évoque une double ouverture, à mon avis, sur le monde et sur le monde intérieur. Dans le terme lui-même d'ailleurs de fenêtre, nous entendons être, dont la silhouette apparaît, disparaît, rapproché de ce que vous écriviez dans votre dernier livre, Le trésor familier des rythmes, je vous cite, l'alliance du vivant et de l'absent, dans ce battement même des vantaux. Cette alliance est soulignée dans la 4e de couverture, évoquant une pluralité de personnages dont certains semblent s'emboîter les uns dans les autres, jusqu'à Prades, la ville qui est une figure, à mon avis, tutélaire, ou peut-être une parque, à quelques lettres près, avec Prague, tissant et entrecroisant les fils des destins, si liés et déchirés ces destins entre eux, que les noms mêmes de vos héros superposent à leur parenté familiale celle du prénom, en prélevant quelques lettres du prénom source pour en créer un autre. C'est ainsi qu'un auteur, Nal, est comme enchâssé dans l'incontournable auteur Nafala, sa mère. On pourrait se souvenir à ce propos de Klaus et Thomas Mann, Nal étant une syllabe ou une compression de Nafala. Alors, si de Nafala à Nal, il y a effacement de lettres, de nominations, peut-on, dès lors, Daniel Cohen, parler d'une coupure de liens et de lieux? Vous avez si bien résumé le livre que je ne saurais en ajouter. Mais, tout de même, il faut remonter à la source. La source, c'est très, très, très loin de Prague. Mais si loin de Prague que Prague n'est pas imaginable. Peut-être que Paris, peut-être que la France, dans cet imaginaire-là, avait une légitimité. Mais Prague, surtout dans les années 50, est une ville capitale de la Tchécoslovaquie
reconquise par les soviets, grâce aux soviets, et qui devient, d'une certaine manière, assujettie aux soviets. Donc Prague, dans les années 50, porte sa tragédie due à la trahison de l'Occident, et il est évident qu'un pays qui a été trahi par ses garants et par ses amis ne peut finalement, de crainte que l'impérialisme germanique ne redevienne une réalité, et c'était une réalité politique pour le stalinisme de l'époque, eh bien, de peur que cette chose redevienne une tragédie, il était évident que pour les dirigeants politiques tchèques et slovaques, il était absolument nécessaire de fonder une nouvelle alliance. Si bien que Prague était une ville qui était non seulement triste, eu égard à la trahison des Occidentaux, mais c'était une ville qui était dominée par des ambitieux et qui ne permettait pas à ce peuple tellement libre de l'intérieur, et si peu cependant dans son histoire, ne pouvait être que malheureux. Alors pour revenir à Prague, pourquoi Prague? On pourrait poser la question pourquoi Prague? Et Prague est né dans le feuillettement d'un dictionnaire, le Larousse universel de poche, qui avait été édité en 1924, lequel dictionnaire que je ne retrouvais plus en immigrant en France, venant du Sahara. Je l'ai eu l'année dernière à 1 euro dans une petite foire à livres en Normandie. C'est quand même extraordinaire. La dame à qui j'ai dit « je vous embrasse sur la tête », elle me regardait effarée, que je l'embrassasse, que je lui embrassasse la tête, pour la remercier d'avoir pu mettre sur son étal quelque chose qu'elle avait dû acheter et qui était resté là depuis des années dans ses cajots. Alors pourquoi Prague? Eh bien parce que il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de parce que. Il y a tout simplement qu'entre 100 photos qu'il y avait dans ce dictionnaire, je suis tombé, peut-être pas en extase, mais aujourd'hui, avec le temps qui me distancie, oh le mot distance, vous savez combien il est exécrable par un jour, qui se distancie, je crois qu'il y a eu comme un coup de foudre pour la photo en noir et blanc, et qui était la photo du pont Charles. Du pont Charles, voilà. Et j'ai voulu chercher, et j'ai voulu savoir, mais ni mes parents, et ni personne, dans la bonne ville de Colombéchat, il devait y avoir des gens, mais personne n'est venu à mon secours pour me dire Prague est le chef-lieu de la Bohème, et puis capitale de l'État socialiste de Tchécoslovaquie. Alors je vous coupe un instant, on a vraiment l'impression dans votre roman qu'il y a à la fois ce Prague historique dont vous parlez, mais comme je le faisais remarquer, de ce Prague qui défile, parce que c'est comme une ville mythique de plusieurs personnages à la fois, et je dirais même c'est comme une ville par moment coupée du reste du monde. C'est pour ça que dans ma question, je disais, est-ce qu'il y a une coupure du lieu? Il était nécessaire de passer par le moule historique, parce que c'est celui qui conduit à la destruction interne des personnages. J'allais vous le dire, c'est-à-dire que les personnages aussi sont presque les moellons de fondation de Prague. Voilà. Le narrateur dit, elle était Madame Valère von Schwarzenberg, mais elle était aussi le palais Pagliardi. D'accord? Elle était cette part de Prague construite depuis des siècles, et en même temps, elle était Madame Valère von Schwarzenberg, une Allemande, pourtant,
une Allemande au sens où on l'entendait jadis, lorsque l'Autriche-Hongrie faisait partie de cet empire, auquel la Bohême-Moravie avait une toute petite part, ce qui explique aussi l'histoire mouvementée dans cette part du monde. Et Nafala, il faut prendre ça dans l'invention autour du mot tomber en hébreu, l'ipol. Cependant que nafla, nafla, elle est tombée. Et j'ai pensé que en apportant la lettre A, je donnais une toute petite couleur, mais juste petite. Oui, juste ce qu'il fallait. Juste ce qu'il fallait d'étrange à la germanité, à la slavité de cette personne, et elle est tombée parce que elle est juive par son père. Elle est chrétienne par sa mère. Or, nous le savons que dans la tradition juive, une mère chrétienne enfante un enfant chrétien. Donc elle ne se considérait pas comme juive, elle aurait pu aussi se le considérer, mais ne se considérait pas comme juive jusqu'au bout. Elle ne se considérait pas comme juive, alors que son fils a pris pour aller contre elle, en somme, le parti pris d'une judéité qu'il a embrassée tout en étant désespéré, n'est-ce pas? Parce qu'il n'est pas né, ni dans ce mouvement, ni dans cette religion, ni dans cette manière de regarder le monde. Il va s'exiler à Jérusalem, et il aurait pu s'exiler sur la Lune. Ça aurait été... C'est un peu l'impression que l'on a ça aurait été la même chose. Mais il a voulu aller à Jérusalem précisément parce que les Allemands avaient fait en sorte que Jérusalem n'exista plus. D'accord? Jérusalem symboliquement, n'est-ce pas? Il a quitté Prague parce que sa mère voulait qu'il parte. Et en allant d'exil en exil, il va finir sa vie en se réexilant dans une ville qui prête à l'exil, tant c'est une ville trop passionnée, trop brûlante, encore trop possédée par ses peuples. D'accord, vraiment trop. Alors je voulais revenir aussi là au fait où vous disiez tout à l'heure est tombée dans l'étymologie. Alors elle est tombée parce que en même temps elle se refusait de tomber autrement. S'il fallait mourir, s'il fallait partir, au moins qu'elle le fasse dans sa ville même, que ce soit dans sa ville même, Elle était visée par le Reich parce que c'était une personne fort connue. Elle allait à Berlin très souvent, quasiment 2 à 3 fois par an, voire 4. Et puis entre Berlin et Prague, ou Vienne et Prague, c'est quelques centaines de kilomètres, c'est 400 kilomètres entre Berlin, tandis que Vienne, c'est encore beaucoup, c'est bien moins que ça. Il faut savoir que Prague a été capitale impériale et royale de l'Empire, comment dirais-je, du Saint-Empire, et donc, il y avait quelque chose de presque sacré, de presque saint, dans l'imaginaire de cet empire, mais qui excluait d'une manière ou de l'autre les Slaves, qui étaient considérés un peu comme des servants, enfin pas tout à fait, mais presque, au moins au départ. Mais quand vous parliez là de est tombé, j'ai pensé aussi à autre chose pour le lien avec le nom. On a l'impression qu'à la chute de Nafala, c'est comme s'il y avait des syllabes qui tombaient, et on arrive à Nal, qui serait une réincarnation, non-réincarnation de sa mère. Voilà. Pas. Mais il ne la réincarne pas. Mais il ne la réincarne pas. Est-ce que c'était son dessein à elle? Mais qui sait? Oui, vous savez, vous laissez, et c'est ça qui est intéressant. Oui, qui sait, une mère, c'est quelque chose, malgré tout, et en tout cas elle, de dévorant. Et de dévorant pour un individu qui est pris dans sa nasse. Mais qu'est-ce que c'est que la nasse de Nafala? C'est quand même somptueux que d'être le fils de Nafala. Voilà. Mais c'est aussi, elle n'a pas tenu compte d'une chose importante. C'est que c'est un homme libre, d'une part, ou un garçon libre, et un garçon orgueilleux. Donc la réaction ne pouvait être que violente. Dans le fond, pour aller jusqu'au bout dans la création des personnages, il faut partir de sa propre expérience. Je n'ai jamais eu de mère écrasante.
j'ai eu une mère qui était possessive et je m'en suis affranchi. J'en ai souffert. Vous voyez ce schéma, je l'ai agrandi dans tout ce qu'il pouvait y avoir de possible, littérairement parlant. Et c'était intéressant de travailler cette chose-là, si je me permets de le dire, cette chose. C'était intéressant, c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais été satisfait des diverses publications que ce livre a suscité. Il s'appelait d'Humaine Conciliation. Il prend maintenant, ce sera le titre général d'une tétralogie, et Prague de leur fenêtre. On est en quelque sorte la première mise en scène, n'est-ce pas? Voilà. En reprenant par le roman Une vie qui vous appartient, vous devenez créateur, vous redevenez un créateur dans tous les sens du mot, et ce créateur peut être dangereux puisqu'il va jusqu'à imaginer la fin de son personnage, qui est toujours une chose assez douloureuse. Il n'y a pas un seul des personnages, sauf Pauline Landal-Violet, qui échappe à la nasse dans laquelle les nazis ont... Et justement, à propos de ça, du nazisme, bon, on voit bien dans vos propos que Prague est une ville personnage, à part entière. Alors, il y avait quelques théories relatives à son étymologie. Bon, j'avais recherché un tout petit peu le nom tchèque de Praha, qui renvoie à la racine sémitique pra, seuil, provenant du verbe pranout, et c'est ça qui m'intéresse, se dessécher, être sec. Et on disait que la ville tirait son origine, donc, d'un endroit brûlé par le soleil. Ce qui peut dire et faire comprendre qu'effectivement, cette nomination symbolise tout à fait l'ambivalence du roman et de sa genèse. Pourquoi? Vous l'avez souligné là aussi, votre propre origine saharienne, la terrible brûlure de l'histoire avec l'hitlérisme, le nazisme, et autre chose plus peut-être symbolique, la montée d'Icare, ou comme l'appelle René Char, la lucidité comme blessure la plus rapprochée du soleil. Tout cela étant perceptible, effectivement, chez deux des personnages principaux, Naphala et sa brûlure consentie, et Nal, son fils, son propre fils donc, trop proche de Naphala pour ne pas se brûler un tantinet les ailes tout de même. Eh bien, il s'en est brûlé vraiment les ailes, puisque le fond même du roman est cette haine en même temps atténuée par un remords énorme. Et au fond, je pense que ce qui est à l'origine de la littérature, c'est le remords qu'ont les hommes de leurs conditions violentes et castratrices. Donc, Nal, vous parliez de leur fenêtre. Je voulais vous dire que dans leur fenêtre, il y a le narrateur. Il y a surtout cette ouverture vers le narrateur qui est en même temps un personnage certes caché, n'est-ce pas, qui apparaît de temps à autre, voilà, mais qui est d'une présence relativement discrète, mais qui néanmoins, de manière lucide, tire, selon les circonstances, les ficelles. Je voulais insister sur le fait qu'un romancier n'est jamais aussi libre qu'il le prétend. Et que même en créant des personnages, il recrée quelque chose en lui-même. Alors il y a cette fenêtre-là, c'est une petite fenêtre, et il y a un Prague, c'était aussi une façon de dire que le Prague que j'offre est un Prague très, très, très personnel. Certes, hanté dans sa réalité historique et culturelle, mais ce n'est peut-être pas le Prague que décriraient les Tchèques qui y sont nés et qui en parlent la langue. N'est-ce pas? Je suis conscient de cette chose-là, mais je n'ai pas écrit en tant que Tchèque. J'ai écrit ce roman après 40 années de travail tout de même. Mais on sent très bien que votre Prague, oui, comme vous le dites, est ancré dans l'historique,
Mais en même temps, c'est un Prague qui, j'ai envie de dire, surnage, n'est pas uniquement cette ville-là, Non. cette histoire-là, il y a d'autres choses, il y a des mises en abîme. Voilà. Et pour cela, je voulais en arriver à la couverture, effectivement, oui, de votre ouvrage, qui reprend un détail du tableau d'Elie Sauer, et qui est intitulé, alors je commence très mal, Madame Walter von Schwarzenberg à Prague, et l'incendie du monde. Et ça constitue une autre articulation, j'ai presque envie de dire un volet du triptyque, qu'il me semble voir se déployer tout au long du livre. Comment son personnage est-il décrit dans les premières pages du roman? Je cite, « Elle-même est un palais, une maison ouverte à la grande face du monde. » Effectivement, ce qui est frappant, Daniel Cohen, c'est qu'au fur et à mesure que les pages sont tournées, le lecteur assiste aussi à un effacement de la silhouette féminine. Jamais total cependant. J'oserais presque parler de dépigmentation. Et je vous cite, « Derrière sa fenêtre, l'aperçut, fragile et si mince, qu'elle ressemblait à je ne sais quoi, à un effilement blanc, peut-être. C'était comme si le vent d'un pinceau très fin avait dessiné une flèche couleur de lys. » Fin de citation. Il y a donc à la fois une stylisation et l'importance donnée au décor. L'écriture, alors, elle, la vie, écrivez-vous, sur fond d'une fenêtre ruisselant d'une pluie persistante et orageuse. Alors, Daniel Cohen, diriez-vous, à cet égard, de votre écriture, qu'elle est picturale et, pour poursuivre la question, quel est votre lien avec les peintres? Mais elle est picturale. Oui. C'est évident qu'elle est picturale. Mon lien avec les peintres est très intime. Je racontais un épisode dans le rythme, le trésor familier des rythmes. J'ai raconté un épisode où, enfin, j'offre à ma mère un petit dessin qui est en fait une carte géographique imaginaire. J'étais grippé, fiévreux, et cependant je ne pouvais avoir qu'une ardoise et quelques craies de couleur. C'est tout ce que pouvaient m'offrir mes parents, qui, comme vous le savez, étaient quand même pauvres, pour ne pas dire très pauvres. Et j'étais très heureux de pouvoir insister sur les côtes avec une craie d'un bleu qui me paraissait un bleu d'outre-mer, absolument somptueux. Or, que se passe-t-il? Je le montre à ma mère, et ma mère a pour réaction « Tu m'embêtes, j'ai autre chose à faire ». Non seulement je ne l'ai jamais oublié, mais je crois que le désir de dessiner et de peindre est à peu près mort à cet instant-là. Et la fascination que j'ai des peintres a fait que toute ma vie, jusqu'à ce que je devienne éditeur, jusqu'à ce que je tombe malade, toute ma vie, j'ai fait en sorte d'être entouré de peintres et de peintures. Ma relation avec l'art, vous connaissez mon appartement, est très intime. Tout à fait, et très lié au livre. Essentiellement. Puisque vos peintures s'intègrent dans les livres et parfois même se peignent sur des vitrages quelque part, derrière lesquels viennent des livres aussi, la forêt des livres. Voilà. Exactement. Il y a notamment, entre mon bureau et ma chambre à coucher, il y a un couloir. Et de cet endroit, je peux voir une immense fresque de fleurs qui ont été peintes par le peintre que vous avez cité tout à l'heure, Elie Sauer, et c'est le reflet de cette peinture sur le carreau de la vitre qui non seulement embellit l'œuvre en question, mais en même temps la réfléchit à l'infini. Et je vois dans la peinture cette recréation du monde qui n'est pas exactement l'écriture. L'écriture porte quelque chose de peut-être de plus sacré et de plus historiquement marqué. Et au fond,
si l'humanité se dit, elle se le dit par le langage, et elle se le dit surtout par la littérature. Ce qu'il en restera quand elle disparaîtra, si elle disparaît, c'est précisément ce tourbillon d'histoire qu'elle s'est réinventé, prise dans le chaos, Oui. Qui est le sien et qu'elle a construit. Alors justement, vous parlez de chaos, vous parlez de peinture, c'est dans ce sens que votre écriture est très picturale. Rien que dans la dernière image là, que je reprenais, vous disiez « Elle la vit sur fond d'une fenêtre ruisselante d'une pluie persistante et orageuse ». Dans la dernière correction, j'ai transformé le mot orageuse par tapageuse. Ce qui est juste parce qu'on arrive presque au rythme encore plus là. Parce que il y a quelque chose qui va naître. C'est dans cette soirée, elle va connaître l'écrivain. Elle va pas connaître, elle le connaissait, mais lui, il ne l'avait jamais vu. L'écrivain René Crevel. Oui, tout à fait. Qui est un personnage que j'aime beaucoup, que j'aurais tenu contre moi avec tendresse et amitié. Voilà. C'était un de ces merveilleux garçons qui sont généreux par nature et qui a eu non pas une enfance malheureuse au sens où il aurait été pauvre, mais une enfance de bourgeois mal aimé. Rien n'est pire, c'est à peu près le problème de Nal. Nal est déjà un aristocrate, hein, pour différencier juste historiquement les choses. Mais quand je parle justement de cette densité de la nature, de la force de vos images, on a vraiment l'impression de se retrouver au milieu de cet orage tapage, devenu tapage. Et donc cette force de la nature, en même temps, elle a une valeur extrêmement symbolique dans votre œuvre, puisque la pluie pourrait créer une sorte d'écran noir, tandis que le pronom personnel « la », elle a, tout simplement, fait comme une apparition. Donc c'est même le mot qui devient pictural, qui dessine sa propre silhouette à l'intérieur de votre texte, où des images visuelles arrivent. Et tous ces éléments donc constituent aussi, et concourent quelque part, à décrire aussi la charge orageuse de l'histoire, mais pas simplement de l'histoire avec un grand H, de l'histoire intime de chaque personnage qui, finalement, est pris lui aussi dans le tapage. Et en même temps, c'est la machinerie complexe là de votre travail d'écriture, avec le décor toujours qui se redéploie, à l'arrière une vue sur les jardins, dont le microcosme n'est là que pour donner une vision plus fine du monde et des événements. Et c'est vrai que dans votre travail d'écrivain, on passe sans cesse de ce microcosme, donc, à ce macrocosme. Et ça aussi, ça donne un effet quand même assez saisissant. Et par ailleurs, ce qui est intéressant, ce sont les filtres que vous utilisez. Les filtres, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le trouble du vent, qui va faire bouger quelque chose et qui va donner à voir autrement. L'effet loupe, provoqué justement par la pluie qui s'écoule sur les carreaux. Et donc c'est, je le répète, voir différemment, et aussi, pas simplement différemment, mais dans une perspective pluridimensionnelle. On a vraiment l'impression presque d'avoir des yeux à facettes, comme mesdames les mouches, entre guillemets. Alors, est-ce pour vous, Daniel Cohen, l'occasion, en faisant cela, de modifier le temps qui n'est plus linéaire mais spiralé, aboutissant finalement à un passé, présent, futur, qui éclate bien sûr les limites temporelles habituellement consenties, voire même qui éclate la chronologie du récit. Et on s'en aperçoit dans votre roman. Mais forcément, une histoire qui commencerait en 1897, naissance de Falava et Breslau, et qui s'achève à la fin du XXe siècle. Nous assistons très brièvement à la mort de Nal au début des années 90, et nous savons que c'est à l'âge de 100 ans que Pauline Lamballe-Violet s'éteint. Elle va à Prague après la Renaissance, qui a suivi l'effondrement du mur de Berlin,
Il fallait donc que sur ce temps-là vienne s'intercaler toute une histoire qui est à la fois présente, mais qui ne devait pas être pesante, n'est-ce pas? Ouais. Car c'est vrai, il faut rappeler que Nafala Weih-Breslau, dame von Schwarzenberg, parce que elle a épousé un aristocrate du Saint-Empire, et celui-ci s'est totalement, comment dirais-je, dévoué à la cause de la Tchécoslovaquie et qu'il a représenté en tant qu'ambassadeur à Londres et en tant que ministre plénipotentiaire à Berlin, parce que le fait qu'il soit à la fois allemand et en même temps spécialiste de l'histoire et de la littérature médiévale germanique, pouvait permettre d'apaiser en quelque sorte les récriminations permanentes du Berlin hitlérien. Pour son malheur, précisément, c'est ce que les Allemands ne lui pardonnaient pas, les Allemands en tout cas, au nouvellement, je n'allais pas dire élu, mais en partie tout de même. Et donc, comment faire en sorte que toutes ces choses s'interpénètrent, s'intercalent, se créent et se décréent, sans ces filtres, sans cette suite continue et permanente de la mémoire qui va et qui vient, et qui fait que, naturellement, ni le passé, ni le présent, ni l'avenir n'existent, sinon, dans cette chose étonnante que sont à la fois nos rêves et notre capacité à nous représenter les personnages et l'histoire qui nous sont propres. Alors là, vous avez employé des termes clés, si je puis dire, nous représenter, mais il y a aussi, vous avez dit, se créer et se décréer. Et moi, j'ai vu tout de suite le mouvement, une forme d'éventail en quelque sorte, qui s'ouvre, se déplie et se referme, parfois dans un claquement sec d'ailleurs, parce que vous avez des scènes parfois brutes, et puis tout d'un coup, une élongation, un étirement. Et quand j'ai lu ça, j'ai été frappée parce que ça m'a ramené à Walter Benjamin, avec un texte éventail, où il narre une expérience personnelle qui explicite pour moi le processus littéraire. Il part de l'idée au départ que si notre corps est occupé par quelqu'un, le moindre texte nous le rappelle. Et voilà ce qu'il note. On le rencontre dans les récits, les romans et les nouvelles, dans les métamorphoses toujours renouvelées. Beaucoup de métamorphoses dans votre travail. Et de là, s'ensuit que le pouvoir de l'imagination est le don d'interpoler dans l'infiniment petit, d'inventer la nouvelle plénitude comprimée de toute intensité, comme extensive en un mot, de prendre chaque image comme celle d'un éventail replié, qui ne va chercher sa respiration que dans le déploiement et qui, avec la nouvelle ampleur, représente à l'intérieur les traits de l'être aimé. C'est très exactement ce qui se passe, sauf que l'être aimé ici est l'être aimé. L'être désaimé en même temps. Oui, voilà. J'ai inventé ce verbe, désaimé, inaimé, aimé. Et il est vrai que pour Nal, rien n'est plus important, rien ne sera jamais plus important que le souvenir écrasant, perdurable, émouvant et en même temps terrifiant de sa mère, dont il va faire, si j'ose dire, la dame silence. Tout à fait. Il refuse que ses livres soient réédités, et un jour il dit: pourquoi voulez-vous que j'offre au peuple allemand ces choses magnifiques qu'elle a écrites en allemand, puisqu'ils l'ont assassinée. Alors, c'est une pirouette qu'il emploie, bien entendu, parce qu'on pourrait lui trouver matière à, tout de même, j'allais dire pas seulement à récrimination, il y a un peu d'hypocrisie dans ce qu'il dit, car je ne méconnais pas, en le connaissant juste un peu, ce Nal, qu'il y a
cette part du remords violente qui le terrassera, littéralement, et qui en fera cet homme à la sexualité trouble, n'est-ce pas? Homosexuel, certes, mais en même temps bisexuel, avec une incapacité à aller jusqu'au bout, ou de l'amour, ou de la haine. Si bien que il fait à la fois peur à ses amants et à ses amantes, et qu'au bout du compte, il deviendra ce qu'il est devenu, un homme solitaire qui écrit et qui détruit ses propres textes. Il y a dans cette ambivalence, mais en même temps dans cette métaphore de l'écriture et de l'invention, ce à quoi elle est exposée, c'est-à-dire elle est solaire parce que elle réécoute le bruit humain, et en même temps elle est mortelle parce que c'est son destin, comme toutes les choses. Savez-vous combien de livres ont été publiés au XVIIIe, au XIXe siècle dont nous ignorons absolument l'existence? Ça fait partie de ce passage mort. Savez-vous combien de grands écrivains écrivent aujourd'hui et ne sont pas connus? N'est-ce pas? Bien, nous ne parlerons pas de ce qui se fait aujourd'hui, car la coupe est pleine, et ce serait une mode, la coupe est pleine pour dire combien, au fond, la bourgeoisie a atteint son objectif, c'est-à-dire la médiocrité. Voilà. Mais c'est tout à fait juste, et je rebondis quand même sur ce personnage de Nal, qui en tant que personnage donne le mouvement si particulier de votre livre. Parce que c'est pas Nafala qui le donne finalement, c'est un peu lui, dans son mouvement constant, répété, même répétitif, de compression et d'extension. Et je dirais que la construction de votre roman, donc, procède de cet éventail, de cette agitation de l'éventail, puisque, comme je le faisais remarquer précédemment, le texte est traité par une mise en abîme réitérée, qui à la fois va produire des images nouvelles, les répète, va insérer des scènes miniaturisées, de plus en plus d'ailleurs, et variées aussi. Et je me demandais si, ce faisant, est-ce que c'était volonté de votre part, comme le temps de l'histoire arrête quelque part le temps, est-ce que c'est pour vous une façon de créer un nouveau temps narratif sans vous préoccuper justement de la chronologie et en passant outre justement cet arrêt, cette interruption par l'histoire? Écoutez, oui, puisque il y a eu, comme vous le savez, un mouvement dans ce sens après la fin de la guerre, c'est-à-dire sur les ruines, comment réécrire, comme on avait écrit. Donc, on reprend en quelque sorte, à partir du temps, quelque chose qui puisse représenter cette fragilité. La mémoire était devenue le personnage des années 50 et 60. Le problème, c'est que lorsque cela devient réitératif, quand on va jusqu'au bout de ce cheminement, on va vers l'ennui. Ce qui a tué ce qu'on a appelé le nouveau roman, c'est précisément l'ennui qu'il provoquait chez ceux qui avaient envie en même temps de lire cette chose et de lire de la littérature. C'est pour ça qu'un homme comme Proust, qui reprend en fait, n'est-ce pas, ce brassage immense, est éternel. Je pense que et tant pis on voudra de le dire, c'est que Proust sera peut-être le seul personnage qui sauvera la mémoire française, et le seul personnage qu'on n'oubliera pas et que l'on prendra. Quand on pensera à la France, on pensera à Proust, parce qu'il a pris cette chose-là, et personne ne l'a égalé, et personne ne l'égalera. Mais vous savez que Proust n'a jamais été bien aimé au temps de son existence. On trouvait cette littérature talmudique et juive, oh l'insulte des temps maurassiens. Alors moi je voudrais revenir un tout petit peu à la figure qui apparaît à leur fenêtre de manière réitérée. On l'avait vu dans le tableau
Ware. On le voit donc en reproduction, enfin un détail en couverture. On a toujours l'impression que la princesse revient à la fenêtre de son palais pragois, qu'elle revient en même temps s'inscrire dans la marche du récit, plongeant, vous parliez de mémoire, dans des jardins mémoriels, et l'effet d'écho ne cessant d'ailleurs de résonner. C'est très exactement cette chose-là, car elle est là. Qu'est-ce que la fenêtre? La fenêtre, c'est soi. On ouvre, d'accord? On ouvre un soi qui va, pour si peu que cela puisse se faire, qui va se répandre dans le grand espace qui nous sépare, n'est-ce pas, de l'endroit où nous nous trouvons. Leur fenêtre, c'est à la fois les personnages, c'est à la fois l'auteur, et c'est la singularité de leur histoire, qui ne s'inscrit pas dans le réel pragois, comme l'aimeraient peut-être les pragois, qui ne s'inscrit pas dans le réel allemand, comme l'aimeraient les Allemands, qui ne s'inscrit certainement pas dans le réel juif, comme le voudraient les Juifs, qui s'inscrit tout simplement dans leur vivant, et qui les regarde en tant que tels. En somme, si j'ai écrit et j'ai réécrit sans arrêt ce livre, c'est qu'il fallait que la dentelle soit à la fois solide et en même temps qu'elle puisse passer. Qu'elle soit ajourée, qu'elle puisse laisser passer. C'est ça. Mais elle l'apprend. Voilà. Elle l'apprend et elle est d'autant plus consciente qu'elle refuse le parti pris facile. On avait les moyens, n'est-ce pas? C'est une femme qui avait hérité d'une grande banque, d'un palais, un palais musée, qui était un des personnages. Je n'ai pas voulu en faire une espèce de Madame de Guermantes, n'est-ce pas? J'ai voulu en faire quelqu'un de plus substantiel, encore que Madame de Guermantes, il ne faut pas la prendre comme ça à la légère. J'ai voulu qu'elle soit une Lou Andréa Salomé, mais avec quelque chose de moins dur, quelque chose de plus pictural. Elle était très belle, Lou Andréa Salomé. Et puis amante des plus grands, n'est-ce pas? J'ai voulu qu'elle soit habillée de blanc. Je veux insister sur ce fait. Oui, elle est tout le temps habillée de blanc. Et elle a fait de son fils, en quelque sorte, le contre-type. Il fallait donc que sur cette histoire tragique, il y ait eu un fond de conte, un peu comme un conte. Tout à fait. Et le livre ne pourrait pas se lire dans sa totalité si nous ne prenions pas le roman-ci comme un conte. C'est pour ça que votre Prague est un Prague à part, si je puis dire. Et vous avez tout à l'heure dit palais-musée, qui va jusqu'au palais-bibliothèque. Ah, oui. Vous écrivez, je vous cite, « Voyant Madame Valère von Schwarzenberg se lever, s'acheminer vers les portes de la bibliothèque, enfin disparaître de leurs yeux, eurent-ils le sentiment qu'un fantôme les avait quittés. Et s'il ne s'agissait pas d'un fantôme, y avait-il en elle, E majuscule, la force de ces personnages déterminés qui tirent le portail, s'engagent vers les brumes, vers eux-mêmes, point d'interrogation. Les portes de la bibliothèque, en confortant le règne du livre, cette fois-ci, font-elles du texte le seul lieu possible et d'aboutissement? Ça, c'est votre question. Oui. Les bibliothèques, je préfère dire les bibliothèques, c'est cet énorme palais. Oui. Au fond, le palais livre. Ce qui est essentiel à Naphtala, ce sont les livres. Les peintures, c'est son temps aussi, n'est-ce pas? Son père, qui est banquier, vous savez que les banquiers, comme premier réflexe, achètent énormément de peinture. Ils s'entourent de peinture. C'est peut-être un réflexe de riche qui offre étrangement à la civilisation européenne
une sorte de, comment dirais-je, ils adoubent, n'est-ce pas, la peinture est adoubée, du reste, grâce à eux, la peinture est achetée, non pas à vil prix, mais à sa juste valeur, n'est-ce pas? Ce qui fait que la vie des peintres est très malheureuse, parce qu'il n'y a qu'un petit bouquet, si j'ose dire, de peintres qui va atteindre ces ciels-là. On dit qu'avec l'écriture, voyez-vous, avec l'écriture, vous avez votre temps, vous avez votre liberté, et vous avez l'immensité de vos espérances. Peut-être serez-vous lu un jour dans 100 ans, peut-être pas, mais qu'importe. Ce qu'il faut, c'est le faire. Et le premier lecteur d'un livre, c'est encore celui qui le crée. C'est peut-être le lecteur le plus absolu. J'en reparlerai d'ailleurs. J'ai parfois été malheureux par la réception du public. J'ai remarqué que je n'ai pas à me plaindre. Ce Prague de leur fenêtre dans cette nouvelle version a déjà donné lieu à d'autres textes, à de grandes analyses. De grandes analyses, c'est-à-dire que ce n'était pas juste une page ou deux, mais que c'était parfois 10 et 20 pages, qu'il a été enseigné dans quelques universités. Donc de ce côté-là, je peux être heureux. Je ne le suis pas parce que si vous allez poser la question à un libraire ne le connaîtra pas, mais les libraires d'aujourd'hui et d'hier aussi, est-ce qu'ils s'intéressent à ce qui se fait hors de leur cadre, hors de leur mouvement naturel? Et Daniel Cohen, comment s'intéresser à ce qui se fait actuellement hors cadre? Et en tout cas, donc à Horizon, nous essayons de passer hors les systèmes adoubés et hors les systèmes, comment dirais-je, grippés, pour parler d'un mal qui nous a pas mal inquiétés et qui a employé notre ennui et notre rage ces 3 derniers mois. N'est-ce pas? Alors, vous évoquiez de nouveau tout à l'heure, avec de bonnes raisons, Proust, et justement j'y reviens. Quand Nafala disparaît de la scène, qu'on la voit partir dans ses bibliothèques, témoigne-t-elle encore de ce livre-monde en train de s'écrire? Et seriez-vous d'accord pour que l'on parle alors du prisme de la lanterne proustienne, des circonvolutions du temps-récit, proche du temps retrouvé, et de sa polyphonie romanesque? Madame von Schwarzenberg fait comme l'auteur qui lui a donné le plaisir de la créer jusqu'à sa cinquantaine. En tout cas, elle n'a pas atteint sa cinquantaine, puisqu'on pense qu'elle a été assassinée presque immédiatement après l'événement de l'invasion brutale de Berlin. Elle lisait Proust comme les Juifs lisent leur Pentateuque. En cercle. Ça, je l'ai fait. J'ai lu Proust entre ma 15e année. Je le découvre un peu plus tôt. Mais je m'enfonce, en quelque sorte, dans sa peau, si je puis dire, entre ma 15e et ma 50e année. Il n'a pas été d'année que je n'ai lu entièrement la recherche. J'avais une capacité de lecture, non pas qu'elle était phénoménale, mais appliquée et en même temps très rapide, ce qui me permettait à la fois de découvrir Proust comme d'un retour perpétuel au sacré, c'est-à-dire à ce qu'il y a de plus essentiel, que voulez-vous, que la littérature française, à part Sartre, à part Flaubert, à part quelques autres, Hugo entre autres, mais pas seulement. Disons que j'ai une dizaine de statues éternelles, et que je me promène autour d'elles. Je dis statues parce qu'ils sont morts, que je ne peux pas leur serrer la main. Ce sont ces livres qui m'accompagnent, leurs livres qui m'accompagnent. Donc pour Proust, Nafala von Schwarzenberg, elle fait la même chose. Elle lit Proust, elle le découvre au début de la guerre, dans l'édition de Bernard Grasset, celle qui a été un compte d'auteur, le premier volume, et c'était très difficile à l'époque de recevoir
des livres de Paris, puisque la guerre avait fait en sorte qu'entre les puissances qui étaient favorables à l'Allemagne et les autres favorables à la France, il y eut une espèce de mur, n'est-ce pas? Mais c'est à ce moment-là, qu'elle découvre Proust, et qu'elle va écrire sur Proust, et qu'elle enseignera dans les universités où on avait bien voulu, parce que c'est une intellectuelle tout de même, hein, c'est le personnage de conte, certes, mais c'est une intellectuelle, un bon poète. Elle n'est pas romancière parce qu'elle n'a pas les moyens d'être romancière. Son fils l'a, c'est-à-dire il est plus pictural qu'elle. Elle est cette image, mais lui, il reprend l'image et il en fait un roman qui s'appelle L'Humaine Conciliation et qui vient donc d'un vers de Wallace Stevens, le grand poète américain de la moitié du XXe siècle, et qui dit « like human conciliations », c'est-à-dire cette espèce d'équilibre typiquement de la maturité des hommes qui prennent les choses comme humaines. C'est-à-dire on ne peut pas aller ni contre, on ne peut pas les détourner, on ne peut pas les contourner, elles sont humaines, on fait la paix avec elles. Alors à la fois elles sont humaines, et à la fois Nafala ne cesse de leur échapper, tourner le dos, rapide, fantomatique. Et j'ai envie là de vous poser une question jusqu'au bout, très brusque. Pourrait-on dire, Daniel Cohen, qu'écrire veille l'absent? Oui, sans doute. D'abord, l'absent qu'il y a en chaque écrivain. D'accord. Et puis ensuite l'absent pour beaucoup de choses. Il y a l'absent de l'autre qui viendrait poser sa tête au creux de votre épaule pour vous dire combien tout ce que vous avez fait est important pour lui. Alors je vous remercie, vous l'avez fait. On aimerait qu'il y en ait beaucoup d'autres, mais en même temps j'ai pris le parti de ne plus déplorer qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas. N'est-ce pas? Ce qui compte pour moi, c'est faire ce travail. Oui. Il y a encore 3 volumes. Chacun reprendra les personnages par leur rôle. Tels qu'ils... Alors, Nafala dans son journal, par un journal, Nal, pratiquement en reprenant ce qu'il est dit en quelques lignes sur Like Human Conciliations, c'est-à-dire on dit qu'il a écrit un livre où à gauche, il y a cette histoire dans laquelle il est absolument terrible et parfois à la limite de l'abject, et à droite on voit la même circonvolution, si j'ose dire, mais qui est écrite dans une langue très recherchée, somptueuse, et en même temps pourrie de l'intérieur. J'ai voulu que la littérature, telle qu'elle se fait, telle qu'elle se défait, devienne une œuvre d'art dans la main de Nal. Qu'est-ce que fait Nal? Une fois que le livre est sorti, il l'oublie, il refuse, n'est-ce pas? Et il s'en va. Moi, je trouve ça très beau, je n'en suis pas capable. C'est un être de refus, de toute façon. Complètement, totalement. Voilà. Parce que on parlait de veille. Il en a les moyens, hein, je veux dire. Il en a les moyens, malgré tout, il les emploie pas vraiment, mais il en a les moyens. Moi, j'aurais voulu avoir les moyens de partir et de dire « Merde, je vous emmerde ». J'ai tellement envie de le faire maintenant, mais je ne peux pas. Mais il est dans ce mouvement de composition et essentiellement décomposition. D'ailleurs, on le voit quasiment, vous avez là un passage assez vraiment étonnant, où il est mort décomposé. Oui. Et vous arrivez à rendre ça. Donc décomposition et composition. Et c'est là que je reviens à la référence, à l'instar là de l'éventail, à l'instar de Walter Benjamin. Pardonnez-moi, quand même sur ce passage, c'est important. Il est à peu près écrit dans le trésor familier des rythmes. J'ai connu cette possibilité de mourir décomposé. Et j'ai eu encore, je ne sais venu d'où, peut-être de l'énergie de ma mère, de l'énergie du monde, de l'énergie divine qu'il y a en chaque individu, qui fait que je me suis comme pris. J'ai pris mes entrailles par la main, n'est-ce pas? Et je suis allé en rampant, n'est-ce pas, vers la cuisine, afin de ne pas mourir, car je serais mort.
il était clair que je serais mort si je n'avais pas pris ce qu'il fallait pour éviter que C'est peut-être le sens du sacré que n'a pas Nal. Oui, mais c'est à partir de là que sa mort m'est apparue. Oui, je vois. Et effectivement, moi, c'est ce qui m'avait frappé dans le livre, c'est qu'on voit ce personnage, il meurt, il se décompose, le chapitre suivant, il est de nouveau là. Vous avez cette élasticité, justement, du temps. Oui. Et pire, aussi bien et mieux qu'une élasticité, c'est sa capacité à se retourner et qui affirme bien sa double polarité de temps saisonnier dont vont témoigner sans cesse tout au long du roman les arbres en fleurs, vous aimez beaucoup les arbres, et la chute des feuilles. En même temps, c'est le temps historique avec les événements politiques et le temps de narration et qui vous permet justement de juxtaposer, et c'est saisissant, j'en parlais tout à l'heure, des scènes où l'on voit Nal quitter Prades, et Nal mourant, et même, donc je le disais, décomposé. Alors c'est plus qu'une mise en abîme, je dirais même que ça devient le phénomène des poupées russes, cet emboîtement, cette pénétration des personnages les uns dans les autres, et la forme de votre ouvrage suit le fond, ce qui n'était pas évident à rendre. Pourquoi ? Parce que cet ouvrage est judicieusement composé de 2 livres, à l'intérieur du livre tout. Eux-mêmes, ces 2 livres, dépliés en partie, s'ouvrent l'un sur l'autre et même sur une fiction antérieure, se reprennent, seront repris, les prochains volumes, vous en parliez tout à l'heure étant annoncés, avec à chaque fois un changement de point de vue. Le narrateur du précédent volume devenant auteur, donnant naissance à un lecteur et ainsi de suite, passant du jeu JEU au jeu personnel, exacerbé puisqu'il doit prendre la mesure, répétons-le, du je redonne, vivant ayant précédé l'absent. Alors pourriez-nous justement, et ça sera mon avant-dernière question, nous parler brièvement de ces futurs-là, de ces 2 livres futurs, dont je ne cite que 2 titres, Ma mère et Aux Allemands. Les envisagez-vous comme une suite ou comme la miniaturisation de ce qui est dit dans Prague de leurs fenêtres? Savez-vous qu'entre Prague, la lecture, Blanche, la chair blanche, Proust, Claudel, très relativement Gide, mais il serait trop long de dire pourquoi, la haine que j'ai de l'argent, sont intégrées dans tous les livres que j'écris, dans tous les livres. Alors, l'Allemagne, je n'en ai pas dit assez. L'Allemagne est un phénix qui cessera dans mon existence quand celle-ci cessera. Vraiment. L'Allemagne est un pays qui me fascine au sens propre du mot. J'aime beaucoup ces écrivains, et notamment ceux de la première moitié du XXe siècle, un peu moins ceux qui viennent après, mais ceux qui viennent après sont obligés de reconstruire sur un abîme sidérant. Oui. Comment réécrire avec la rumeur de ce que l'on est? On découvre que nous sommes, nous, les Allemands, je veux dire les Allemands, nous sommes des destructeurs du genre humain. Pas seulement de l'humanité, mais du genre humain. On va jusqu'à tuer des enfants parce que l'on prétend que ces enfants ne nous pardonneront pas, il faut les tuer. Et il les tue. Et littéralement, il les tue. Et à très peu d'années près, et si par malheur, l'URSS n'avait pas trouvé en elle l'énergie colossale pour repousser ce monstre, vous ne me verriez pas devant vous. C'est clair. Donc, l'Allemagne a su reconnaître, et c'est une chose très rare dans l'histoire des civilisations, a su reconnaître sa monstruosité. Et elle a travaillé dans ce sens. Alors, elle me fascine, et en même temps, et toujours, quelque part en elle, quelque chose me fait peur. Car ce qui a existé une fois peut réexister une seconde fois. Bien. Il n'empêche que nous avons vu depuis au moins 30 ans
comment l'Allemagne, partie de ses ruines, est redevenue la première puissance européenne, mais dans un sens pacifique. Hein. Et en cela, vraiment, en quelque sorte, je lui sais gré, tout en étant sur mes gardes. Je sais qu'il y a en elle des démons prêts à faire éclater sa civilisation, quelque part. À sourdre de ce qu'elle a, de ce qu'elle garde en son tréfonds, quelque part. Vraiment. C'est à la fois pour le romancier un sujet fascinant. Tout à fait. Et quant aux Allemands, c'est pas un roman, hein, c'est un essai, et c'est surtout une déclaration d'amour pour ces littératures. Alors justement, pour conclure notre entretien, je rappellerai la façon dont se joue Prague de leur fenêtre. Il y a ma mère, hein, vous m'avez posé la question sur ma mère. Rien n'aurait été possible sans ma mère. La mère que j'ai quittée très jeune et que j'ai reprise, si j'ose dire, 2 années avant qu'elle ne meure. C'est-à-dire que tout, depuis le départ et jusqu'à ce que je meure, un peu comme Blanche, qui est une représentation mythique, une représentation presque allégorique. Parce que c'est Blanche. Moi, je vois aussi Madame von Schwarzenberg. Mais Madame von Blanche. Madame von Schwarzenberg était blanche avant que je ne connusse Blanche. Hein. D'accord. Donc, ma mère, j'ai envie de raconter moins son martyre que son héroïsme. Elle est morte héroïquement dans une maladie terrifiante, comme pouvait l'être le cancer dans les années 70. Vous savez, il est toujours terrifiant, le cancer. Même, contrairement à ce qui nous a été sériné, n'est-ce pas, avec ce foutu Covid-19 où l'on a vu une civilisation tout à coup, en face avec la maladie qu'elle avait tenté, n'est-ce pas, de mettre sous le boisseau, sous le matelas, etc., etc. Ce n'est pas très beau ce que les hommes ont montré d'eux-mêmes en Europe et en Amérique du Nord, voire en Amérique du Sud. Là où on a été beaucoup plus héroïque, là où on a été beaucoup plus, comment dirais-je, porté à la relativité, c'est en Afrique noire. Parce qu'en Afrique noire, eux, ils ont tout le temps des épidémies. Et ils ont appris à vivre en dépit de tout. Là, on a vu une humanité telle qu'elle est. En Europe, en Amérique, on n'est plus avec des hommes, on est avec des métaphores, des allégories. C'est vrai. Et je crois que là, votre roman montre aussi cette allégorie de l'humanité. Encore une fois, je reprends les termes, qui se décompose, qui se compose. Et en même temps, cette miniature et cette façon de pouvoir s'élargir à l'infini. Et je dirais que votre roman le rejoint aussi par sa forme, j'en parlais tout à l'heure, des textes qui apparaissent comme des médaillons à l'intérieur d'une prose beaucoup plus compacte. Et vous écrivez à ce moment-là, je vous cite donc, « L'écrit dispose d'un espace extensible ». Fin de citation. Celui peut-être de la reconstitution, que l'on pourrait espérer actuellement, mais sans trop y croire malheureusement, tout en affirmant que la civilisation la plus grande, on va penser à l'Allemagne, puisse tourner fou, accoucher d'une démocratie, dites-vous, qui sera tordue. Alors ma dernière question va sortir un petit peu du cadre strict du récit. Cet espace extensible auquel vous faites allusion, permet-il, à partir du cadre historique et tragique qui a été le sien, de gagner une universalité avec l'incessante et triple question de civilisation, de langue et d'humanité? Serait-il abusif de voir aussi s'esquisser la terrible période de la pandémie et du confinement comme limite de toute civilisation, ombre jetée sur ses lumières? Écoutez, en tout cas, c'est bien ce qui s'est passé. Il ne s'est pas simplement passé des choses relativement courantes, s'enfermer chez soi.
Et ce qui a été le plus effrayant, c'est d'avoir vu comment une démocratie, malgré les coupe-feux Oui. qu'elle pose pour éviter précisément de tomber dans l'excès, eh bien, a pu, hélas, trouver pour se faire comprendre, comme si nous étions des idiots, a pris des mesures de police qui ne sont pas de notre temps. Ou du moins, je croyais qu'elles n'étaient plus de notre temps. On l'espérait, du coup. Hein, voilà, je pensais qu'elles n'étaient plus de notre temps. Nous sommes assez volontaires dans le désir de la conciliation, n'est-ce pas? Et il n'était absolument pas besoin de nous asséner des vérités de commissaires. Moi, j'ai trouvé cette époque odieuse. Je ne l'aime pas, mais ces 3 derniers mois, je les ai trouvés odieux, particulièrement odieux. Et moi, je parlais là tout à l'heure du, en quelque sorte, triptyque civilisation, langue, humanité. Oui. On l'a vu, qu'en est-il la question de la langue, puisqu'on a assisté à une langue de bois, il faut bien le dire. Langue de bois, langue très franglaise, si j'ose dire, langue qui se perd. Moi, j'ai voulu que dans Prague, de leur fenêtre, il y ait le respect le plus complet de cette langue, et je l'ai travaillé comme je ne sais pas, moi, comme quelqu'un qui est dans une forge, n'est-ce pas, et il m'a fallu muscler à la fois le texte, et en même temps lui donner les mots qui parviennent en sorte à faire que le couple lecteur-auteur constitue autre chose, encore une fois, qu'une allégorie. Oui. Qui suis-je sans mon lecteur? Serais-je le lecteur absolu parce que je suis l'auteur? Il n'empêche qu'un auteur a besoin de cet autre épaule, oui, qui est son lecteur. Et qui fait écho. Voilà. Parce que le texte lu revit avec le lecteur quelque part et gagne en liberté. En tout cas, il faut que le temps soit donné à l'histoire qui s'écrit de manière à pouvoir éventuellement atteindre, je n'aime pas le mot éternité parce qu'il ne veut rien dire, une éternité peut exister dans une journée, mais en tout cas faire en sorte que le lecteur qui ouvre le livre puisse aller jusqu'au bout, si c'est possible. Merci à vous. Merci à vous.